On est avec Rosalie Morin-Nadeau, Isabelle Simard et Jean-François Girard et on parle de la forêt. 1,6 milliard d'êtres humains habitent proche d'une forêt sur la Terre. La forêt nous protège, nous nourrit, mais dans le dernier siècle, on a perdu un tiers de la forêt. Donc, on va explorer aujourd'hui un peu le thème de la forêt avec trois invités qui sont versés dans la question. Et pour commencer tout de suite, quel honneur est-ce qu'on te reçoit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as rapport avec la forêt? Je m'appelle Jean-François Girard. Je suis arboriculteur élagueur et consultant en arboriculture. J'ai une compagnie qui... On fait l'élagage, l'abattage d'arbres en milieu urbain. Donc, mon expertise, moi, c'est la forêt urbaine. Donc, je passe une partie de mon année à grimper des arbres. Oh, intéressant. En gros, c'est ça. Et de ton côté? Moi, je m'appelle Rosalie Morin-Nadeau. Je suis biologiste au Parc national du Lac-Témiscouata. Moi, la forêt, c'est d'intérêt très académique. J'aime ça comprendre qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qui habite dans la forêt, les différentes dynamiques à travers le temps, tout ça. Et de ton côté? Moi, je m'appelle Isabelle Simard. On me connaît sous le nom de la cueilleuse Einstein. Puis la forêt, je m'en sers à tous les jours pour ma vie personnelle. C'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est le centre de l'humanité, en fait. Là. Donc, On y pense jamais, mais il y a quand même une surface ou une partie de nos municipalités qui est quand même, effectivement, disons, accaparée par la forêt. Je ne sais pas comment dire. C'est quand même important, le travail qu'il y a à faire pour favoriser le développement de ce couvert urbain? Absolument, parce que, je sais pas, il y a certains endroits où c'est plus que 30 OK. de la zone habitée qui est colonisée par des arbres. OK. Ou c'est la forêt urbaine qui est colonisée par les humains. Oui, c'est ça. Mais en tant que tel, donc, il y a certains endroits qu'il y en a beaucoup moins. Quand on parle dans les étendues en ville où c'est juste du béton, bien là, le pourcentage diminue, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que c'est nécessaire. Les îlots verts ou les arbres en milieu urbain viennent diminuer la température. Ça a un impact sur la psychologie des gens. Les gens se retrouvent à l'ombre dans les parcs. Le bénéfice est majeur. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Parce que nous, on s'imagine émondeur, tu arrives là et tu chopes des branches. Mais ça se peut que ça soit plus compliqué que ça. Le terme émondeur, puis j'en profite parce que tu le dis d'emblée, émondeur, c'est un terme qui est très, très utilisé. Quand on regarde la définition du dictionnaire, l'émond ou l'émondage, ça consiste à enlever la pousse annuelle. C'est une pratique qui est de plus en plus proscrite. Par la plupart des grandes villes, l'étêtage ou l'estimage des arbres est proscrit parce qu'on se rend compte que ça abîme les arbres énormément. Donc, moi, je suis un arboriculteur, donc je fais la culture de la forêt urbaine et la technique, c'est l'élagage. Fait que quand je grimpe dans un arbre, par exemple, mettons, tu m'appelles, puis là, les branches frottent sur ta maison. Moi, j'arrive pas nécessairement, quand j'arrive sur le terrain, je ne fais pas juste couper des branches n'importe où, n'importe comment. Il y a une technique pour couper les branches. Il y a un pourcentage jusqu'où on peut aller sans stresser ou endommager l'arbre. Les arbres, la plupart des arbres sont faits pour pousser en forêt. Oui, ben oui. Donc, quand ils arrivent en pleine lumière, en ville, ils vont se mettre à pousser de façon... Je peux pas dire chaotique parce que c'est faux, mais la luminosité va faire en sorte qu'il va développer beaucoup plus de branches latérales que ce qu'il devrait en forêt. Normalement, ils ont des dominances apicales. Ben oui. Fait que là, les branches poussent sur la maison, poussent au-dessus des autres arbres, poussent au-dessus du pommier, poussent dans les fils. Fait que moi, j'arrive, j'interviens, puis je m'occupe de juste tailler l'arbre pour faire en sorte que l'arbre reste en santé, bien vivant, puis que les gens qui sont en dessous soient protégés ou que le besoin qu'il y avait soit répondu en tant que tel. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. C'est que dans le fond, il
il y a toute une réflexion à faire sur la sécurité déjà des gens alentours, mais aussi pour préserver le plus longtemps possible l'aspect sain de cet arbre-là, puis que cet arbre-là arrive à maturité finalement. C'est drôle parce que après 25 ans d'élagage, les gens me parlent beaucoup de sécurité, mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, le plus grand danger pour les arbres, c'est l'homme. Ah oui? Tu dis ça parce que tu arrives avec une scie ou... Non, mais c'est Jean-Guy, c'est Claude, c'est Denis que samedi après-midi, hey, on va te couper ça, cette branche-là, puis il coupe la branche n'importe comment, il arrache la moitié de l'arbre, il crée des dommages, à un moment donné, les champignons prennent là-dedans. Ouais. Moi, j'arrive 10-15 ans plus tard. On salue Jean-Claude, Guy et Denis. Oui, d'ailleurs, il travaille dans mon équipe. OK, c'est bon. De ton côté, il y a aussi cette, disons, conscience-là. J'imagine, la forêt, pour toi, ça prend quasiment une portée encore plus grande. Là. Je veux dire, c'est fondamental à l'intérieur de ton travail, mais aussi à l'intérieur de ta vie, finalement. Ben oui, pour commencer, moi, j'ai grandi dans la forêt. Là. Je travaille dans le parc du Témiscouata, mais je suis native de cette région-là. Fait que je suis devenue biologiste, pas par hasard, là, je dirais. J'ai toujours été... très, très intéressée par tout ce qui se passait dans la forêt. C'est comme un monde à découvrir, vraiment. Puis souvent, on s'attarde beaucoup aux choses très apparentes, les gros animaux, les orignaux, les cerfs, des choses comme ça, mais il y a plein d'affaires microscopiques. Il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour les voir dans la forêt. Fait que c'est un très, très grand intérêt, puis c'est très vaste, là, parce que la vie, de toute façon, c'est très vaste. Donc, dans le parc, la forêt, moi, je m'intéresse surtout... à des marqueurs qui sont représentatifs de l'état de santé d'un habitat. Fait que souvent, on va choisir des espèces, par exemple, par exemple, les amphibiens, c'est un bon exemple. Quand il y a des grenouilles à un endroit, souvent, ça indique plusieurs affaires. Ça indique que c'est un écosystème en bonne santé, qu'il n'y a pas de pollution, ou ça peut indiquer, par exemple, pour les insectes, on peut voir la qualité de l'air. Donc, il y a plusieurs choses en relation avec nos forêts. Dépendamment des arbres qui poussent, on va retrouver différentes choses. Fait que c'est vraiment comme... c'est un monde à explorer, vraiment. D'ailleurs, pour le bénéfice des gens à la maison, là, si vous avez l'occasion de vous promener en forêt avec un biologiste, une biologiste ou un passionné, une passionnée d'arbres, on ne s'attend pas à ça. Là. Le nombre de choses qu'ils peuvent nous raconter, comme toi, par exemple. Moi, j'aimerais commencer par... c'est quoi la définition d'une forêt? T'sais, je veux dire, comme on parlait tantôt, avant qu'on commence à filmer, on parlait qu'il y a des forêts qui sont primaires, puis il y a des forêts qui sont beaucoup plus jeunes. Les forêts qu'on voit, justement, sur le bord des chemins, tout ça, c'est pas plus vieux que 60 ans, tu disais. Hein? Dans ces eaux-là, oui. Donc, tu sais, c'est pas une vraie forêt avec tout ce qui pousserait normalement à quelque part où il n'y a rien qui a été touché. Il y a des forêts plus anciennes, puis il y a des forêts primaires aussi qui sont protégées ici. Mais à part tout ça, chacun, comme dans la ville, je rencontre beaucoup de gens qui ne connaissent même pas les 3-4 arbres qu'ils ont sur leur terrain. Puis ça me choque parce que je me dis, t'habites là, ça fait 30 ans, tu sais pas que c'est un mélèze, tu sais, je veux dire, c'est common sense pour moi. Il y a de l'éducation à faire beaucoup sur les essences d'arbres avec les gens parce que ça s'est vraiment perdu. Avant, c'était plus comme les bûcherons, ces choses-là, qui pouvaient regarder l'écorce puis qui connaissaient les arbres. Mais tu sais, maintenant, on reconnaît les arbres par leurs bourgeons, on reconnaît les arbres par leur feuillage. Donc, tu sais, il y a une grosse éducation à faire sur reconnaître Mais à quoi ça sert de savoir que c'est un boulot, qu'un mélange? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, chaque arbre va travailler avec un champignon ou va travailler différemment dans la terre avec ses racines. Il y en a qui vont aller stabiliser les sols, il y en a qui vont aller stabiliser les berges, il y en a qui vont aller concentrer l'azote puis ces affaires-là aussi dans la terre. Fait que c'est important de les connaître parce que chacun a une propriété différente. Certains sont comestibles, certains sont médicinales, certains sont du bois mou, du bois dur. Tu sais, c'est important à connaître ça parce que s'il y a des insectes qui vont dedans ou des champignons ou d'autres maladies, bien, il y a certains animaux qui sont plus propices à des bois mous ou qui vont pourrir plus rapidement. Puis il y a des arbres aussi qui ont des longévités différentes. Tu sais. Il y a comme le peuplier baumier, c'est un arbre qui ne vit pas vieux. À 150 ans, un peuplier baumier. Et puis bon, il faut le couper. Là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a des plus vieux, mais si on parle d'un pin ou quelque chose du genre, ça va être un arbre qui va rester plusieurs centaines d'années. Fait que
quand on plante ça sur notre terrain, il me semble que c'est la moindre des choses à savoir, non? Il y a une prétention humaine à la gestion forestière. Oui. C'est un peu ton mandat, je pense, au parc. Oui, ben... C'est-tu vrai, ça, où on se raconte des histoires? Parce que la forêt, elle ferait ce qu'elle ferait, là. Ben oui, dans le fond, on va appeler ça des successions. Nous, c'est comme ça qu'on parle. On va parler de la succession primaire, secondaire, tertiaire. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans le fond? Quand on fait une remise à zéro, coupe totale, on retire tous les arbres. Dans le sol, il y a une banque de graines qui est là en permanence, qui est accumulée depuis toujours, dans le fond. Et il y a des arbres qui vont germer, qui vont se développer. Souvent, la succession primaire, ça va être des feuillus, comme le peuplier. Ils poussent très, très vite, colonisent très rapidement l'espace. Puis eux, ben comme ils poussent très vite, souvent, ça va être un bois qui va pas être super résistant. Fait que quand il y a des grands vents, des choses, ils vont tomber. Donc, eux, ils vont pousser, ils vont créer un environnement souvent avec plus d'ombrage. Ça va laisser la place aux espèces de succession secondaire, par exemple des conifères, des choses comme ça, ils vont pousser. Donc, c'est comme ça se relaie toujours, là, les différentes espèces d'arbres qui vont pousser à un endroit. Fait qu'en regardant une forêt, on peut un peu estimer l'âge qu'elle a juste en voyant qu'est-ce qui pousse dedans. Et ça se balance tout seul, là. Nous, les humains, en théorie, on n'a pas besoin de rien gérer là-dedans. En théorie. Par exemple, une très vieille forêt, exemple, qui est arrivée à maturité. Souvent, il va y avoir des événements, par exemple, dans une grosse tempête, il va y avoir des arbres qui vont se renverser, on va appeler ça un chablis. Des fois, ça peut être sur une très grande superficie. Donc là, essentiellement, on fait un endroit où ça repart à zéro, là, la succession. On recommence avec les feuillus, puis ensuite les autres affaires. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine, puis le renouvellement se fait tout seul. Il peut y avoir un insecte ravageur, cause une maladie, il y a une parcelle qui va sécher, qui va tomber. Puis c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que les vieux arbres, c'est très important dans la forêt. Parce que nous, on voit ça comme comme inutile, en gros. Un chicot, là, on dit, bon, ça va tomber, c'est un hasard, c'est un danger sur la sécurité, ou ça sert à rien, ou on veut pas perdre le bois avant qu'il pourrisse, on va le récolter pour faire de la planche. Mais si on le laisse là, tranquille, debout, là, il y a plusieurs espèces qui vont en profiter. Dans les forêts anciennes, il y a des espèces qu'on retrouve nulle part parce qu'ils utilisent cette ressource-là, des insectes, des oiseaux, qui vont utiliser les cavités naturelles qui se forment là pour se reproduire. Fait que c'est vraiment extrêmement riche niveau biodiversité. Les vieux arbres là, qui sont sur le bord de tomber ou des choses comme ça, il faut les laisser là. Puis même une fois qu'ils tombent par terre, ils sont encore très utiles, ils vont encore contribuer à l'écosystème. Donc, nous, avec notre obsession de tout garder propre, là, puis organisé, puis tout bien en rang, là, c'est pas Dans quel genre optimal. d'occasion est-ce que tu peux, toi, en tant que biologiste, recommander une intervention humaine pour la forêt à quelque part? Bien, nous, dans le réseau de parcs, bien entendu, on a des chemins, premièrement, puis on a des sentiers. Donc, nous, c'est sûr que le critère numéro 1, ça va être la sécurité publique, là, bien entendu, même si moi, je suis en amour avec mes vieux chicots plein de biodiversité. S'il est sur le bord d'un sentier puis il risque de tomber sur quelqu'un, bien entendu, il va falloir l'enlever. Tu n'iras pas t'enchaîner après l'arbre. Non, ne coupez pas mes arbres. C'est la considération numéro 1, c'est la sécurité. Mais ensuite, ben, dans le parc, le mandat, c'est vraiment de garder le milieu naturel le plus intègre possible. Donc, si l'arbre, il ne représente pas de danger pour personne, on touche à rien. S'il tombe, on touche à rien, on le laisse par terre, on ne perturbe pas le milieu naturel. Fait que moi, c'est rare que je vais dire qu'il faut retirer un arbre de quelque part. La forêt. J'aime pas ça. On dirait que tout pourrait me tuer. C'est ça qui me fait peur de la forêt. Là. Moi, j'ai aucun instinct de survie. Là. Moi, genre, je pourrais même pas, tu sais, faire un feu. Faudrait que j'aille sur YouTube. Si j'ai pas de réseau là, pour aller voir un tutoriel, je vais mourir de froid. Hein. J'aimerais ça, faire des signaux de boucan pour alerter que je suis en forêt. Je suis pas capable de faire des feux. Moi, j'aurais l'air cave, moi, avec ma vape, en essayant de faire des signaux de boucan. Ça sent juste la cerise dans les airs. Personne ne va venir me sauver, là. Tous les animaux sauvages qu'il y a dans la forêt, et Dieu sait qu'il y en a plein. Il y a quoi? Il y a des grizzlies, il y a des lynx, il y a genre des girafes, I guess. Il y a des chiens perdus, mettons. Il y a des koalas, il y a des gorilles, il y a des abeilles, hein?
il y a des nids d'abeilles, il y a des meurtriers. OK, il n'y a pas juste les animaux, OK? Il y a des meurtriers dans les forêts. Il n'y a personne qui va me convaincre du contraire, OK? Une autre affaire qui pourrait me tuer, les champignons. Comment que je sais, moi, si un champignon, une baie est meurtrière ou pas? Il n'y a pas de... Puis je suis difficile aussi. Je suis difficile sur la bouffe. Je sais pas l'affaire que j'aime le plus à propos de moi. J'essaie de travailler. Il n'y a pas des croquettes de poulet dans la forêt. Il y a comme des champignons. Il y a genre... Qu'est-ce qu'il y a dans les forêts? Il y a des... il y a des coconuts. Il y a des haricots, il y a des carottes, il y a des melons miel. Tu sais, des affaires, je mange pas nécessairement ça, tu sais. Mais quand je vais en forêt, c'est avec un VR. Dans le VR, là, j'ai un frigo. Et qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Des croquettes de poulet. Il y a pas de champignons. Il y a le chauffage. On va pas mourir de fret. Puis il y a quoi aussi? Dans un tiroir, je le dis à personne, mais il y a un gun. Pourquoi? Les meurtriers dans les forêts. Bon. Fait que la forêt, non. Dans un char, oui. Dans ton cas, plus au niveau urbain, ça t'arrive-tu que tu arrives à des places puis on te demande littéralement de tout couper les arbres ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Oui, vraiment. Premièrement, mon réflexe, c'est de penser que ça fait pas de sens, mais ça fait-tu du sens, en fait? Ça peut faire du sens. Ah ouais, de tout couper, ça Oui, ça peut faire du sens. Moi, j'ai une éthique de travail, puis évidemment, c'est pas le cas à Rimouski, parce qu'à Rimouski, on a très peu de gros arbres magnifiques, centenaires, là. Ils ont généralement tout été abattus pour des raisons monétaires ou de pseudo-danger. Ouais. Mais ça arrive. Mettons que quelqu'un, par exemple, quand je travaillais à Québec, il y avait des très beaux chênes, puis ça arrivait qu'on refusait d'abattre les chênes parce que l'arbre, il est à sa place. Les gens sont juste tannés que les glands tombent sur leur trottoir, puis ils veulent couper ça. Mais c'est non. Puis même la ville a une réglementation qui dit non, tu peux pas couper un arbre comme ça. Ben oui. Mais il y a des moments où, par exemple, j'ai un client que j'étais allé abattre, je pense que j'ai abattu comme plusieurs arbres chez lui hier. Puis lui, il est prêt avec une problématique. Puis tout à l'heure, on parlait des vieilles forêts puis de la dégradation. Qu'est-ce qui dégrade en général les arbres? C'est les champignons. Donc, il y a des champignons qui sont beaucoup plus insidieux que d'autres. Puis il y a des champignons qui passent par le sol. Donc, à un moment donné, par exemple, quand c'est des forêts, on va dire, je peux pas dire très, très vieilles, mais des arbres autour d'une 60, 70 ans, des forêts d'épinettes, quand il y a eu des développements urbains, bien là, les champignons se mettent à coloniser, puis à un moment donné, tu as un arbre qui tombe. Tu en as un deuxième, tu en as un troisième. À chaque fois qu'il y a un grand vent, mettons le client, il y avait 20 épinettes sur son terrain, à chaque fois qu'il y a un grand vent, il y en a 2 ou 3 qui cassent, puis qui se ramassent ses fils électriques, qui se ramassent à la maison. Fait que la prescription, c'est d'abattre toutes les épinettes qui sont là. Ah, OK. Fait qu'il y a des fois que c'est justifié. Ouais. Aussi, moi, je fais pas de la gestion de forêt privée ou de l'eau à bois, de coupe sélective ou coupe à blanc, etc. Je fais pas ça. Mais ça arrive des fois que les gens ils veulent mettre une piscine dans leur cour ou un cabanon. Il y en a 3 piscines creusées chez les voisins, puis il y a une piscine publique, puis il y a 2 piscines publiques. C'est comme... Non, mais eux autres, ils veulent leur piscine. Puis ils veulent couper l'arbre dans leur cour. La ville, elle donne le permis. C'est ça. Toi, tu fais ton travail rendu. Moi, je fais mon travail. Ouais, je comprends. Je peux donner une recommandation. Ouais. Puis je le fais toujours. Vraiment, vous êtes certain, votre arbre vous apporte de l'ombre. Quand vous allez couper votre arbre, ça va être une poêle à frire dans votre cour. Vous imaginez pas la différence que ça va faire. Mais ils veulent une piscine, la ville donne le permis. Ben, tu sais... Absolument. Il y a beaucoup, moi, en grandissant, une chose que j'entendais régulièrement pour justifier la coupe d'arbre, c'est que c'est sale. C'est sale. Ça salit un arbre. Oh my parce que là, ça perd ses feuilles. Puis là, il faut racler les feuilles. Ou bien ça fait des glands, des cocottes. Ah, c'est sale. Moi, j'ai jamais compris ça, personnellement. Mais les piscines, je pense que c'est le pire ennemi des arbres pour ça. Ah, il faut que je ramasse dans le fond de ma piscine des feuilles. Coupe l'arbre. Est-ce que la forêt est en santé au Québec ou peut-être plus précisément dans le parc de la Témiscouata? Est-ce que c'est... Bien, c'est dur de faire un portrait de l'ensemble, là, mais nous, dans notre région, c'est que la forêt, depuis la colonisation puis l'ère industrielle, elle a été récoltée à 95 % de la superficie de la forêt du Bas-Saint-Laurent. Là. On a tout coupé. Partout où est-ce qu'on était capable d'aller, on a coupé. Fait que ce qui reste, par exemple, nous, dans le parc, on a un écosystème forestier exceptionnel désigné, délimité par le ministère, qui est une pinède
qui est très, très vieille, sur une montagne. Donc, ils n'ont pas été capables de couper. Fait que les arbres, là, ils n'ont pas été touchés. Fait que ça, c'est comme un revenant du passé qui reste là. Le reste du parc, il y a des endroits qui ont été coupés il y a plus longtemps, moins longtemps. Fait que dans l'ensemble, c'est comme une espèce de grosse courte pointe là, de différents habitats, de différents âges, de différents niveaux de santé. Fait que c'est dur de faire un portrait global, mais de manière générale, nous, vu qu'on conserve le parc, il n'est pas si vieux, il a été fait il y a une dizaine d'années. Fait que nous, on conserve la forêt. À partir de ce moment-là, on ne coupe plus commercialement dans le parc. Donc, éventuellement, ça va devenir un portrait représentatif de la forêt mature qu'on devrait retrouver au Témiscouata. Autour, généralement, on plante, quand c'est mature, on récolte. Fait que c'est rare qu'on voit une forêt en bonne et due forme. Là. On fait surtout de la culture d'arbres. Comment on fait, simple humain, pour en apprendre plus, comme sur les essences d'arbres, tout ça? Y a-t-il des moyens quand on se promène? Ou, On va commencer par se poser la question, genre, notre maison est fabriquée en quoi? Ouais, notre galerie est faite en quoi, notre galerie? Parce que si elle est faite en peuplier, elle ne durera pas longtemps, ta galerie. Mais si elle est faite en cèdre, là, c'est une bonne galerie. En PVC, ça dure bien longtemps. Oui, aussi. C'est pas naturel. Moi, quand tu dis nos maisons sont faites en quoi, là, je suis comme... Ben, je veux dire, maintenant, ils sont rendus pas rien que ça. Tout le monde utilise la forêt. Regarde, est-ce que vous avez tous un bidet à la maison? Hein? On s'essuie tous avec du papier de toilette, je pense. Ça vient de où, ça, ce papier de toilette-là? C'est des peupliers baumiers, parce qu'ils poussent vite. Ils taillent, puis ils nous font du beau papier de toilette avec ça. On aura appris ça sur Hôtel Central. Non, mais sérieux. Du bois dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Oui. Les bâtons popsicle, c'est fait en bois. Souvent, c'est fait avec du bouleau parce qu'il n'y a pas trop de tanin dans ce bois-là. Donc, ça ne donne pas de goût à ton popsicle. Alors que si tu le faisais avec une autre essence d'arbre, ça goûterait là, quand tu le manges. Fait que... il y a plein d'utilités. On l'utilise, la forêt, d'une manière régulière avec nos fibres, avec notre eau qu'on boit. Notre eau qu'on boit, c'est pas l'eau du fleuve Saint-Laurent, là. Ça part d'une montagne où c'est eau puis que c'est filtré pour avoir une autre source, là. Par les racines d'arbres. Par les racines, par tout le substrat, par les roches et tout le reste, là. Fait que c'est l'eau qu'on boit. On a plein de ressources, par exemple. Là, si quelqu'un qui veut s'y mettre, là, parce que ça peut paraître assez intimidant. C'est très vaste comme champ de connaissances. Mais il y a plusieurs outils maintenant technologiques là, qui sont un bon départ. Là. Il y a des applications comme, je pense, Seek, S-E-E-K. C'est une application qui est faite par iNaturalist. Dans le fond, c'est une intelligence artificielle qui utilise la banque de données qui est d'origine citoyenne. C'est des gens qui enregistrent leurs photos, puis leurs observations, puis leur identification, puis qui s'aident entre eux à identifier des choses. Et ils ont pris cette banque d'informations-là. Avec ta caméra de téléphone, tu montres une plante, un insecte, n'importe quoi, en vrai, là, ou une photo que tu as prise a priori. Tu la mets là-dedans, puis ils vont te suggérer une identification. Fait que quelqu'un qui veut s'intéresser à commencer à prendre, par exemple, les petites fleurs sur le bord du chemin, les arbres, c'est vraiment... C'est sûr qu'il faut tout le temps se revérifier avec d'autres choses, parce qu'il y a souvent des erreurs. Fait que si on y va pour la cueillette comestible, là, il faut absolument faire attention. Absolument. Pour le fun, juste voir quel genre d'espèce d'arbre c'est correct, mais quand tu y vas pour cueillir, pour médicinalement ou pour... il faut vraiment aller se valider avec plusieurs outils de recherche. Dans l'application, quand tu l'ouvres, il y a une gros avertissement qui apparaît de « Ne te sers pas de cette identification pour manger quoi que ce soit qui vient de la forêt ». Mais c'est très bien pour pister. En tout cas, là, même moi, des fois, quand je sais pas, souvent, ça va m'amener vers la bonne famille ou le bon genre. Puis après, je vais démêler le spécifique. Mais c'est un bon outil pour commencer pour quelqu'un qui sait pas trop où s'y retrouver. Même les gens qui connaissent. Moi, je l'utilise parce que le stade d'une plante ou la plante, elle ressemble pas tout le temps à la même chose. Tu peux avoir un peuplier qui est avec des gros nodules tordus. Tu peux avoir un peuplier bien droit. L'écorce du peuplier jeune, l'écorce du peuplier âgé est totalement différente. Un peuplier en été, un peuplier en hiver est différent. Fait que tu peux pas tout savoir. Fait que des fois, tu vois une plante qui a l'air bizarre, tu la poses, puis là, tu vas avoir... finalement, oui, c'est ça. Finalement, elle est juste bizarre, celle-là. C'est une application qui est quand même très intéressante. Fidèle, parce que pour l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser moi-même, mais souvent, on identifie le Jonathan la Terreur d'Amérique avec l'application qui est souvent dans les forêts de la région. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode d'Hôtel Central sur la forêt. Merci. Merci. Es-tu une grande exploratrice, une aventurière qui va en camping dans la forêt sauvage? Je vais te résumer ça. Je viens de l'Abitibi. Oh, fort.
Très fort. Les forêts, je suis née dans un arbre. Bon, ça n'a aucun sens. Je suis née dans un arbre. Ça n'a aucun rapport, je suis à l'hôpital. Mais je voulais te parler d'arbres, de forêts, en fait, particulières qui existent partout dans le monde. On connaît bien nos sapins, nos épinettes, là, au Québec, mais je t'amène ailleurs. On commence par l'Afrique. Je t'amène en Namibie, OK? Une forêt qui s'appelle Deadvley. C'est pas une forêt qui est vivante. Okay? Les arbres, là-bas, c'est vraiment un spectacle super étrange à voir, en fait. Et Deadvley, ça veut dire un marais mort. C'est sympathique. Léger. Ben oui, c'est ça, ça donne le goût d'aller en camping. Cet endroit-là, c'est un bassin d'argile qui est entouré de certaines des dunes les plus grandes au monde. On les voit dans le fond de la photo. Oui. Et à l'époque, ces dunes-là se remplissaient d'eau. En fait, ça a permis aux arbres de pousser dans le désert. Oui. Sauf que 900 ans plus tard, la région est complètement asséchée et ça laisse que des cadavres d'arbres. Le climat est tellement sec que les arbres se décomposent même pas. Ben oui, hein, on dirait l'Alberta. Après, là, près d'un millénaire là, de cuisson sous le soleil du désert, les arbres sont brûlés puis noircis. Puis il y a des gens comme moi qui s'amusent à marcher sur les mains au fond des dunes. Regarde, je voulais juste plugger que je suis allée en Namibie, en Afrique du Sud. Ça t'impressionne-tu? Ben, moins que le fait que tu marches sur les mains. Oui, mais la photo a été prise juste au bon moment, avant que je me plante. Ah, OK. C'est ça le truc. C'est ça l'affaire avec les... C'est pas une vidéo, je t'ai pas montré la vidéo. Je te la montrerai pas, mon ami. D'accord. Je vais rester comme ça j'ai de l'air vraiment impressionnante. Je t'amène au Yémen. Il existe un arbre qui s'appelle le sang de dragon. Oui. Ce sont des arbres qui saignent. OK. Ouais. Les arbres Dragon Blood, que je te montre, sont sur l'île yéménite de Socotra, puis ça fait partie des espèces de végétaux les plus uniques sur la planète. On dirait une espèce de parapluie. Ça ressemble aussi à un gros brocoli desséché. Et ça pousse dans un paysage qui est désertique. Et pourquoi on appelle ça l'arbre de sang de dragon? Ça tire son nom de la résine rouge qui coule de ces arbres, que ces arbres-là produisent. C'est une résine qui est utilisée, entre autres, comme médicament. Donc, il paraît que c'est super bon contre les diarrhées, contre les plaies, les ulcères, contre la fièvre. On utilise ça aussi comme colorant et comme stimulant depuis des milliers d'années. Intéressant. Je ne peux pas attendre après ma prochaine diarrhée. Pour utiliser le sang de dragon. Qui aurait cru un jour qu'un brocoli séché pouvait sauver des ulcères? J'aime tout ça. J'aime tout ça. Je t'amène dans une autre forêt, cette fois-ci en Roumanie. Ça fait peur. Ça fait peur. La forêt de la Oia Baciu. Je ne suis pas sûre que je le prononce bien, là, entre toi et moi, mais je pense pas que les Roumains vont m'en vouloir. Non, peut-être pas. C'est la forêt la plus hantée du monde. Oui, okay? Elle est remplie d'arbres déformés, comme tu vois. Atmosphère super étrange, je dirais même jusqu'à dire creepy dans cette forêt-là. Et selon les légendes locales, en Roumanie, il y a des fantômes puis des esprits qui se cachent parmi les arbres. Moi, je mets pas le pied là. Genre, tu me donnerais $1 million, je ne vais pas faire une balade dans cette forêt-là. Pourtant, je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant. Je sais pas, moi, je suis extrêmement interpellée par cet endroit que je ne connaissais pas d'ailleurs. Merci, mais belle découverte pour des vacances. Tu sais que pour des vacances? Mais il est fou! Il y a des gens là, qui sont allés se promener, qui sont disparus dans les bosquets de cette forêt-là, puis qui sont réapparus des années plus tard, sans pouvoir expliquer où c'est qu'ils étaient pendant tout ce temps-là. Wow! Oui, là. Non, c'est pas une balade, là. Des vacances gratuites. Mais non, oui, c'est ça. Il y a même eu des observations d'ovnis dans la forêt. Il y a des extraterrestres qu'on aurait rencontrés là. Et il y a des gens de partout dans le monde qui viennent là pour avoir la frousse. Voilà. Ben oui, mais tu as un risque de disparaître derrière un bosquet. Tu fais pas ça? La paix de l'âme. On veut pas te perdre. Non, c'est fait. On veut pas te perdre. Je termine avec une forêt. Ça, c'est un petit peu triste, mais c'est quand même une forêt qui est connue. C'est la forêt des suicidés au Japon. Ouais. Aokigahara, c'est une forêt de 35 km² qui s'étend à la base du mont Fuji. Elle est connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se suicider là par pendaison. Il y a beaucoup d'histoires de forêts hantées, d'esprits errants dans cette section du Japon. C'est considéré comme l'un des sites où on se suicide le plus au monde avec le Golden Gate à San Francisco. Et il y a des gardes forestiers qui, tous les jours, vont sillonner la forêt pour essayer de prévenir d'éventuels nouveaux actes de suicide. C'est quand même... j'imagine que c'est pas le fun d'être connu pour ça, là. Oui, non. C'est sûr qu'il y a il y a des forêts qui sont peut-être plus intéressantes ou agréables de pratiquer, mais on se rappellera que si on se sent pas bien, il faut lâcher un coup de fil à un ami ou à un organisme spécialisé. C'est très important. Tout à fait. Merci de le rappeler.